Bonjour, c'est Madame Ardin. Dans cette classe de mathématiques, nous reverrons avec les CE1 comment écrire les nombres en lettres quand ils ont 3 chiffres. Nous retravaillerons l'ordre croissant et décroissant, ainsi que ajouter ou enlever des dizaines entières. Nous travaillerons sur un petit problème, puis je finirai la classe avec les CE2 sur la suite de la leçon sur les polygones. C'est parti! Viens apprendre avec moi aujourd'hui. Viens apprendre avec moi aujourd'hui ce que tu auras besoin pour demain. Ce que tu auras besoin pour demain. Comme hier, nous commençons avec écrire des nombres en lettres. Et nous commençons avec ce premier nombre. Je l'écris, vous le lisez dans votre tête et vous écrivez chacun des mots nombres nécessaires. Il y a 3 mots nombres pour écrire le nombre que j'ai écrit au tableau. Pause. Ce nombre se lit 132. Je vais donc écrire le mot 100 que nous avons vu hier. Le mot 30, attention, c'est EN. Et 2, nous l'avons aussi déjà revu hier. Voici comment on écrira 132. Deuxième nombre de l'exercice. Pause. Ce nombre se lit 306. Je vais donc écrire 306. Il y avait également 3 mots à écrire. Voici le nombre suivant. Je vous laisse l'écrire. Pause. Ce nombre va se lire 517. Nous aurons donc ici 4 mots à écrire. 517. Dernier nombre à écrire. Pause. Celui-ci était un petit peu plus difficile. On le lit 790. Je vais donc écrire 790. Et je vous rappelle qu'entre les mots nombres plus petits que 100, je dois mettre un trait d'union entre chaque mot nombre. Donc c'est le cas de 90, c'est le cas de 17 et c'est le cas de 32. Pour aujourd'hui, vous aviez aussi de la géométrie à faire. On en reparlera un petit peu plus tard, mais j'espère que c'était réussi. Je vais maintenant accueillir la classe de CE2 et projeter la réponse d'un exercice qui était à faire en fin de semaine dernière, une suite numérique à compléter. Voici donc la correction de cet exercice. Je rappelle que les CE1 n'avaient à faire que les 6 premiers nombres. C'est-à-dire ils devaient s'arrêter à 50, alors que les CE2 devaient faire tous les nombres. Vous pouvez mettre en pause si vous voulez prendre la correction calmement. Là, je vais passer à la suite. Dans l'exercice suivant, vous allez ranger ces 4 nombres dans l'ordre décroissant. Donc, nous l'avons fait hier, rappelez-vous l'ordre décroissant, du plus grand au plus petit. Pause. En premier, je vais choisir le nombre 730. C'est celui qui a le plus grand nombre de centaines et de dizaines. Ensuite viendra 703 qui a le plus grand nombre de centaines mais pas de dizaines. Puis 370 et enfin 307. Voici les 4 nombres dans l'ordre décroissant. Comme hier, nous allons faire plusieurs petits calculs sur ajouter 10 ou enlever 10 rapidement. Donc là, on ne doit pas mettre la vidéo en pause. Normalement, il faut donner le résultat avant moi. 19 plus 10. 19 plus 10. J'ajoute une dizaine à 19. Eh bien, j'en ai 2. Cela fait 29. Deuxième calcul. 75 plus 10. 75
plus 10. Je vais donc avoir 8 dizaines, ce qui fera 85. Attention, pour le troisième calcul, je passe à moins 10. 37, moins 10. Il faut donc enlever et pas ajouter la dizaine. Donc dans 37, j'ai 3 dizaines. J'en enlève une, il n'en reste plus que 2. 27. Je passe à 84 moins 10. Attention, je suis toujours en train d'enlever. Donc je vais avoir un résultat plus petit. 84 moins 10, cela va faire 74. Comme hier, nous allons maintenant ajouter 20, c'est-à-dire ajouter 2 dizaines. 29 plus 20. Que va-t-il se passer si j'ajoute 2 dizaines à 29? Dans 29, j'en ai déjà 2. Plus 2, il y en aura 4. Cela fera donc 49. Calcul suivant, nous ajoutons toujours 20. 58 plus 20. 58 plus 20. J'ai déjà 5 dizaines. Je vais en ajouter 2. Cela fera 7. 78. 58 plus 20. Je continue avec cet avant-dernier calcul. 32 plus 20. 32 plus 20. J'ai déjà 3 dizaines, j'en ajoute 2, j'en aurai donc 5, ce qui fera 52. Et pour finir le calcul aujourd'hui, 45 plus 20. Je cherche combien font 45 plus 20. J'ai déjà 4 dizaines, je vais en ajouter 2, cela fera 6 dizaines. Cela fera donc 65. Je voudrais maintenant commencer avec vous une nouvelle leçon de problème. Cela fait longtemps que nous ne l'avons pas fait. Je donne des problèmes tous les jours, mais ils sont sur les anciens contrats. Je n'ai pas mis de numéro à ce contrat parce que pour les CE2, cela correspondra au contrat numéro 4 et pour les CE1 au contrat numéro 3, si je ne me trompe pas. Donc je n'ai pas mis de numéro de contrat, ça dépend du niveau où vous êtes. Alors je vais lire par contre ce contrat. Nous allons travailler dessus aujourd'hui, mais également jeudi. Le problème fait appel à des objets que je peux ranger dans un tableau. Alors de quel tableau parle-t-on? Pas du tableau que l'on voit dans le musée ou dans le salon. Il s'agit du tableau qui est composé de plusieurs colonnes, plusieurs lignes, qu'on appellera aussi parfois des rangées. Donc, ça veut dire que dans les problèmes de tableau, parce qu'on va les appeler les problèmes de tableau, je pourrais toujours ranger les objets dont je parle dans un quadrillage. Donc, je vais entendre les mots tableau, rangée, colonne, case, quadrillage. Voilà, tout ça, ligne. Ce sont des mots que je vais entendre dans les problèmes de tableau. Donc on doit se poser la question si les objets dont on parle dans l'histoire peuvent être rangés dans un tableau comme celui-ci. Est-ce que je peux les ranger dans ce type de quadrillage ou pas? Je vais maintenant afficher 4 problèmes. Nous allons les lire. Et comme nous avions l'habitude de le faire en classe, nous allons chercher l'intrus, c'est-à-dire le problème qui n'est pas un problème de tableau. Nous commençons avec le problème numéro 1. Une tablette de chocolat a 4 rangées de 5 carrés de chocolat chacune. Combien de carrés de chocolat mangerai-je en grignotant toute ma tablette? Je pense qu'il n'y a rien de difficile dans ce problème. On peut passer au deuxième. Pour son anniversaire, Magali reçoit 35 € de sa grand-mère. Elle a maintenant 100 €. Combien avait-elle dans son porte-monnaie? Même chose, je pense qu'il n'y a pas de difficulté particulière dans ce problème. Un meuble de bureau a 6 rangées de 8 tiroirs. Combien a-t-il de tiroirs? Et dernier problème, pour la fête de l'école, tous les élèves se sont rassemblés dans la cour en formant 7 colonnes de 20 élèves. Combien y a-t-il d'élèves dans la cour? Donc je rappelle que nous cherchons l'intrus.
le problème qui n'est pas un problème de tableau. Nous avons entendu les mots tout à l'heure. Les problèmes de tableau contiennent souvent les mots case, colonne, tableau, rangée. J'ai dit ligne également. Voilà, donc regardez bien, vous allez voir qu'il y a un problème qui n'a aucun de tous ces mots-là. Pause. Si vous avez bien cherché, si vous avez vraiment joué le jeu, vous avez bien relu les problèmes pour vérifier, normalement, vous avez dû trouver le problème numéro 2. Regardez, je le relis. Pour son anniversaire, Magali reçoit 35 € de sa grand-mère. Elle a maintenant 100 €. Combien avait-elle dans son porte-monnaie? Nous avons ici un problème d'action que vous connaissez très bien. La personne reçoit de l'argent. À la fin de l'histoire, elle a une somme d'argent, on doit retrouver ce qu'elle avait au début. Il y a un début, une action et une fin. Donc le problème numéro 2 n'est pas du tout un problème de tableau. Il n'y a aucun objet rangé dans le tableau, donc je vais faire comme si nous étions en classe, je vais le barrer. Et vous savez que c'est le problème que nous ne ferons pas. Voilà, je vous informe que jeudi, nous ferons le problème numéro 1, celui sur la tablette de chocolat. Donc arrangez-vous pour ne pas avoir trop faim à ce moment-là, sinon ça pourrait vraiment vous donner envie de manger. La classe des CE1 est terminée pour aujourd'hui. Je vais donc continuer avec les CE2. Nous allons terminer le travail sur les polygones. Et je reprends là où nous nous sommes arrêtés hier. Nous avons dit et rappelé qu'un polygone est une figure géométrique plane, fermée, dont tous les côtés sont tracés à la règle. C'est une phrase que vous retrouverez dans la leçon. Et nous avions ensemble, sur cette fiche, entouré tous les polygones et mettant de côté ceux qui n'étaient pas des polygones. J'ai commencé à donner les noms importants de chaque polygone. Un polygone qui a 3 côtés, comme le polygone C, est appelé un triangle. Un polygone qui a 4 côtés, comme les polygones I ou A, ce sont des quadrilatères. 4 côtés quadrilatères. Et puis j'ai commencé à donner un mot, un petit mot un peu moins connu. Ce polygone J, qui est ici, est appelé un pentagone. Et je vais aller un petit peu plus loin aujourd'hui. Je vais parler du polygone D. Ce polygone D a 6 côtés et 6 sommets. Je rappelle qu'un polygone a des côtés et des sommets, c'est toujours le même nombre. C'est l'exercice que nous allons faire tout à l'heure, donc on retient bien. Et un polygone qui a 6 côtés est appelé un hexagone. Voilà comment ça s'écrit, attention, H-E-X, hexagone. Voilà, et je parlerai dans la leçon également d'un polygone qui a 8 côtés et qu'on appelle un octogone. Nous allons maintenant faire un exercice à ce sujet. Dans cet exercice, j'ai 5 polygones. Pour chacun d'eux, je vais donner le nombre de côtés, le nombre de sommets. Nous donnerons aussi son nom à l'oral et si l'on peut trouver le nombre d'angles droits. Alors le nombre d'angles droits, c'est un petit peu délicat parce que on ne peut pas vraiment mettre son équerre sur l'écran pour vérifier. Ce n'est pas évident, mais je vais vous guider, vous aider si vous pouvez voir le nombre d'angles droits à l'œil nu. On sait bien que si on avait été en classe, on les aurait vérifiés à l'équerre pour savoir quelle est la figure. Je commence avec le polygone A. Je vous laisse chercher d'abord, vous mettez la vidéo en pause et vous cherchez le nombre de côtés, le nombre de sommets et le nombre d'angles droits que vous pensez avoir vu. Pause. Dans le polygone A, il y a 3 côtés et aussi 3 sommets. J'ai bien dit tout à l'heure que normalement ça devait toujours être le même nombre pour que l'on ait un polygone. Le sommet, ce sont les endroits où 2 segments se rencontrent. Et il n'y a aucun angle droit dans ce polygone, je vais donc écrire 0. Ce polygone est un triangle, il a 3 côtés et 3 sommets. Je passe au polygone B. Même travail, pause.
Le polygone B a 4 côtés, 4 sommets et 4 angles droits. Tous ces angles sont droits. C'est un quadrilatère, mais c'est un quadrilatère particulier. Un quadrilatère comme celui-ci qui a 4 angles droits est un rectangle. Je passe au polygone C. Pause. Le polygone C a 4 côtés également, 4 sommets et 4 angles droits. On pourrait penser que c'est le même que le polygone B. Mais il y a une petite différence, c'est que tous ces côtés ont exactement la même taille. C'est toujours un quadrilatère, mais celui-ci s'appelle un carré. Nous passons au polygone D. Pause. Le polygone D a 3 côtés, 3 sommets, comme le polygone A, mais cette fois-ci, il a un angle droit. C'est donc un triangle, mais ce triangle a quelque chose de particulier. On l'appelle le triangle rectangle, celui qui a un angle droit. Un triangle ne peut avoir que 0 ou un angle droit. S'il a 2 angles droits, ce n'est plus un triangle, on ne peut plus le fermer correctement et donc ce n'est plus un polygone. Donc, pourquoi appelle-t-on ce triangle le triangle rectangle? Eh bien, regardez, si je reprends ma figure B, souvenez-vous le rectangle, et que je trace une de ses diagonales. C'est pas toujours très précis sur ce document, mais voilà, je pense que vous avez une petite idée. Eh bien, on retrouve la figure D. En fait, ce triangle rectangle est la moitié d'un rectangle. Hein, si je regarde bien, je vois que c'est la moitié de mon rectangle. Nous passons à la figure E pour terminer. Pause. Cette figure E a 6 côtés, 6 sommets et aucun angle droit. C'est comme nous l'avons vu tout à l'heure, un hexagone. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle classe virtuelle.